Il n'est pas jeune, il est très jeune. Il n'a pas de talent, il a beaucoup de talent. Il vient de la gauche, il porte à droite. Il est très pragmatique. Gabriel Attal est un jeune homme d'aujourd'hui qui avait 7 ans quand François Mitterrand est mort le 8 janvier 1996, pile 28 ans avant que son nom sorte du chapeau pour diriger Matignon. L'a-t-il appris ce matin-là à l'école alsacienne, au cœur du 6e arrondissement, là où les petits camarades, les siens, avaient qui un père PDG du CAC 40, qui un acteur célèbre ou qui une vedette de l'actualité. Gabriel Attal est bien né. Aucune fée Carabosse ne s'est penchée au-dessus de son berceau. Sciences Po, c'est le minimum. Secrétaire d'État à 29 ans. Ministre à 33. Premier ministre, peut-être à 34. 34 ans. N'est-ce pas trop jeune pour une charge aussi lourde? Régénération, avait dit Emmanuel Macron le 31 décembre. Marine Le Pen a inventé Jordan Bardella. Emmanuel Macron a créé Gabriel Attal. Ces deux-là répondent à l'époque. Régénération de la Maison France, mais aussi conservation de son modèle ou restauration. Attal et Bardella croiseront le fer ces prochaines semaines lors de la campagne électorale pour les élections européennes. Qui sait si ce ne sera pas le tour de chauffe de la présidentielle de 2027. Nous sommes aujourd'hui avec Charlotte Dornelas, avec André Valigny, avec Vincent Hervouette, avec Joachim Le Floch-Imad et Gauthier Lebret. Il est 9h. Toujours pas. Toujours pas. Même pire, c'est décalé. Ça devait être en début de matinée. Qu'est-ce qui se passe ? On nous dit que ça sera en fin de matinée. Hier, ça devait même être après la démission d'Elisabeth Borne. Elle intervenait à 18h. Il y avait 2 heures pour faire une passation de pouvoir et un journal de 20 heures. Il y a une inertie qui est vraiment inhérente à ce quinquennat. Et il semblerait, c'est rapporté par le Figaro ce matin, on en parlait déjà hier, il y a des tirs de barrage contre Gabriel Attal. Alors ce matin, le Figaro dit que ça ne plaît pas à Alexis Collère. Je rappelle qu'Alexis Collère est secrétaire général de l'Élysée, oui, c'est pas lui qui décide. C'est le collaborateur d'Emmanuel Macron. Il a déjà eu la peau de Catherine Vautrin avec François Bayrou. Qu'est-ce que ça veut dire? Sébastien Lecornu a été sacrifié par François Bayrou. Et par c'est Alexis, mais j'ai pas voté pour Alexis Collère. Je ne dirais pas d'ailleurs pour qui j'ai voté, mais personne n'a voté pour Alexis Collère. Il est secrétaire général, oui. Donc Alexis Collère, il fait ce qu'on lui dit. Il y a Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. On a dit qu'ils s'opposaient à cette nomination. Les entourages des deux ministres démentent en disant non, on trouve ça très bien. En attendant, il n'y a toujours pas de Premier ministre. Il y a un Conseil des ministres prévu demain qui, à mon avis, n'aura pas lieu, parce que je ne vois pas comment on fait les passations de pouvoir pour tous les ministères aujourd'hui. Donc, à mon avis, le Conseil des ministres de demain m'étonnerait qu'il y ait un gouvernement complet. Ça choperait sur quoi? Parce que Gabriel Attal, c'est quand même quelqu'un qui peut réunir... Déjà, il réunit la Macronie, ce qui est déjà... Au moins, il réunit la Macronie. On peut a priori, c'est quelqu'un du premier cercle et qui a toujours été là. Alors, je n'ai pas eu Alexis Collère au téléphone, mais on peut juger qu'effectivement, il est jeune, trop jeune peut-être, et que ça fait seulement 5 mois qu'il est au ministère de l'Éducation nationale, cumulé. Ça serait vraiment une charge très très lourde. Et ensuite, les professeurs le vivraient comme un abandon. Si Gabriel Attal quitte le ministère de l'Éducation nationale pour Matignon, ça ferait 4 ministres de l'Éducation nationale en moins de 2 ans. Un peu comme ce qui se passe au ministère de la Santé. Il peut garder 2 priorités du quinquennat. Il peut garder l'éducation nationale. Madame Borne avait l'écologie. De toute façon, il y avait une ministre de la transition écologique. Il n'y a pas d'autre choix. On est d'accord que Monsieur Lecornu n'est pas adoubé par François Bayrou, qui visiblement fait les premiers ministres en France, je ne sais pas au nom de quoi, qu'il représente, Monsieur Bayrou, pas grand-chose, mais 50 députés à l'Assemblée nationale. Oui, bon, enfin, Monsieur Bayrou... Force est de constater qu'il est écouté, parce qu'il a eu la peau de Catherine Vautrin, pense à faire autre chose de sa vie, Monsieur Bayrou. Peut-être, bon... Il ne sera pas Premier ministre, mais en tout cas, il arrive à les défaire. Ça fait 20 ans qu'il était là, bon... Comment? Il ne sera pas Premier ministre, mais il arrive à les défaire. Bon, c'est entendu, mais ça, franchement, c'est pas sérieux. Et ça montre le tâtonnement, les hésitations d'Emmanuel Macron. Le Cornu, ça ne sera pas Bruno Le Maire, ça ne sera pas Gérald Darmanin. Ça fait 4 épisodes d'hésitation d'Emmanuel Macron. C'est toujours pareil. André Valigny. Oui, tout ce que vient de dire Gauthier Lebret montre que finalement Jupiter n'est pas Jupiter. Donc cette image d'un Jupiter tout-puissant qui fait ce qu'il veut, quand il veut, elle était erronée depuis le début. Tout ça parce qu'il n'a pas de majorité solide et absolue à l'Assemblée nationale. Et quand vous dites à quoi sert François Bayrou, pourquoi François Bayrou? Parce que François Bayrou, d'abord, il est à l'origine de l'élection de Emmanuel Macron. Sans Bayrou, Macron n'était pas élu. Et deuxièmement, il a national financier. Et deuxièmement, il a 50 députés. Or, quand il n'y a pas de majorité totale, il faut dire les choses aussi avec le parquet national financier. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Non, mais elles sont... Je reviens à l'Assemblée nationale. Concours, Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale sans François Bayrou. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, sur
Gabriel Attal, il est jeune, c'est un avantage, un inconvénient, ça se discute. Gabriel Attal n'aura pas plus de majorité qu'Elisabeth Borne. Le problème reste le même, quel que soit le Premier ministre. Donc c'est quoi la conclusion de votre raisonnement? C'est que, au-delà de l'effet waouh, comme disent les nouvelles générations, de l'effet juvénile, de l'effet moderne. Et pas ça, pas vous, pas après tout ce que vous avez fait, pas l'effet waouh, s'il vous plaît. C'est Gauthier Lebret qui parle de l'effet waouh. Gauthier, pas vous. Comment ça, pas nous, pas moi. L'effet waouh, ça peut être l'effet, oui, c'est ce qu'on disait, ça peut être l'effet recherché par le président, une surprise, un coup d'éclat. L'effet waouh, on en est là. L'effet waouh, ça va durer une semaine. L'effet waouh avec les pauvres jeunes qu'on a interrogés dans la rue hier, ils savent même pas que la Révolution française est en 1789. Oui, on en est là. C'est pas le pire en plus. C'est-à-dire j'ai vu la rafle des Maldives, pour parler de la rafle. Ah oui, il y a quelqu'un qui il comprenait même pas le concept de la rafle du Veldiv. Il a dit Ralph des Maldives. Voilà. Donc effectivement, il y avait du travail. Oui, donc tout ça pour dire que quel que soit l'effet waouh ou non. Mais ces jeunes gens, une semaine après, il n'y aura pas de majorité. Hein. Ces jeunes gens que vous avez interrogés hier, on va vivre avec eux. On vit déjà. Parce qu'ils ont 16 ans, mais ils vont en avoir 25 bientôt. Et puis, ils vont vous gouverner dans les entreprises. Et puis, ils vont vous gouverner en politique. Oui. Non, ceux qui gouverneront ne seront pas ceux qu'on a vus hier à la télé. Non. Ah, vous avez tort. Non. Ils y sont déjà au pouvoir. Certains sont des futurs profs, en tout cas. Ah oui Non. Ah non, mais André, vous ne comprenez pas ce qu'elle est fait. Non, parce qu'il y a aussi des jeunes cultivés qui font des études. Si, il y en a. Ils sont très minoritaires, mais il y en a. Bon. Alors, on va pas passer un portrait de Gabriel Attal, alors. Vous pouvez y aller. Ça sera peut-être lui, mais ça sera peut-être pas lui. Bon, je vous remercie. Vous êtes un bon journaliste politique. J'en ai marre de ce jeu depuis une semaine et demie. Là. En revanche, je voulais vous montrer, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est un peu de psychologie. On aime savoir qui est qui. Oui, la psychologie nous intéresse. Mais vous êtes de retour. La procrastination. Monsieur Hervé, vous étiez où? Moi je repars tout de suite si vous voulez. Non, non, je veux dire, Mais non, je reviendrai quand le Premier ministre sera nommé, si vous voulez. Bon. Je voulais vous quand même un indice, il y a des déménageurs au ministère de l'Éducation nationale. Alors, sauf s'il y a un chef de service qui démissionne en même temps que le changement de Premier ministre, mais voilà, il y a des déménageurs qui ont pénétré. On en est là maintenant. On a l'image des déménageurs? Oui, on a l'image. Je rappelle que Catherine Vautrin... On en est là maintenant. Les déménageurs bretons, on en est là à espionner les déménageurs bretons pour savoir ce qui va se passer dans le gouvernement. Non, c'est qui? Je vous rappelle que la bonne adresse pour déménager sans stress. Sans stress. C'est l'adresse qui convenait. C'est rue de Grenelle. Voilà. Oui. Catherine Vautrin avait visité de la cave au grenier l'hôtel Matignon. J'ai du mal à y croire, ça. Ah si, mais je n'y crois Jean pas. Castex le fait la visite. Et le mieux, je vous assure, j'ai du mal à y croire. C'était le dimanche, c'était la veille. Ah, c'était la veille. Elle a été première ministre le temps d'un week-end et le lundi, c'était pas elle. Elle avait rencontré Brigitte Macron. Elle avait rencontré Brigitte Macron. Vincent Herouette. Il est pas petit, il fait 180 mètres carrés. Il faut que j'essaie de me rattraper. L'appartement est petit, donc elle tenait à visiter. Non, le mieux que m'a raconté un de mes confrères ce matin, c'est que le premier déjeuner que lui a offert le président à Elisabeth Borne, à l'Élysée, une fois qu'elle a été nommée, quand elle est arrivée, on lui a servi à table un menu différent des autres convives. Pourquoi ? Mais parce que les cuisines de l'Élysée avaient la liste des interdictions alimentaires de Catherine Vautrin. Donc, c'était tellement engagé que non seulement on lui avait fait visiter son prochain logement de fonction, mais en plus on avait enregistré ces interdits alimentaires. Voilà. C'est plus l'effet Bayrou que l'effet waouh, si vous me permettez. Le gîte et le couvert. Pour le moment, il n'y a pas d'effet du tout. Ouais. Bon, je demande à Marine Hier, on a mis une petite musique qui illustre le temps que nous vivons. Est-ce que cette musique, chère Marine, on l'aura dans quelques secondes. Bon, nous, on aime bien la psychologie, savoir qui est qui. Et en 1998, il a 9 ans, Gabriel Attal. Il y a France 3 qui vient faire un reportage sur l'école alsacienne. C'est toujours passionnant, qui vient montrer cette école où, effectivement, il y a des jeunes gens bien nés qui sont dans cette école alsacienne. Donc, j'imagine la journaliste, elle arrive, elle ne sait pas qui est qui dans la classe, etc. Et elle va trouver Gabriel Attal. C'est formidable parce qu'il a 8 ans, 9 ans, et c'est un petit garçon, mignon d'ailleurs, et comme par hasard, il fait du théâtre. Donc on va voir la Comédie Française à l'exécutif, parce qu'on avait un acteur, on va en avoir un deuxième. Donc c'est formidable. Bon, et vous allez voir... Comment ? Il faut s'entrer, il faut sortir. Mais bien sûr, non mais c'est très intéressant parce qu'il dit, moi j'ai envie d'être célèbre. Bon. Et vous allez voir ce petit reportage où on le voit, où il déclame les fables de La Fontaine et puis le Chaboté, je crois. Voyez cela.
École alsacienne dans le 6e arrondissement à Paris. À l'origine, elle accueillait les enfants des Alsaciens montés, comme on dit, à la capitale. Aujourd'hui, le gratin parisien fait la queue pour inscrire sa progéniture dans cette école qui est l'une des plus réputées de France. Mes cousins, ils sont dans une école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Gabriel a 9 ans et demi. Ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre, considéré comme n'importe quelle autre matière. Les pièces de Molière n'ont plus de secret pour lui et chaque année, il participe à un spectacle. Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas, elle soupire, elle lève les yeux au ciel. Papa travaille dans le cinéma et il m'a dit que si on voulait être un acteur célèbre, il fallait commencer par le théâtre. L'année avant-dernière, j'ai fait le chat beauté et j'étais le chat. Et l'année dernière, j'ai fait le médecin volant et j'étais le médecin. Allons donc, découvre ton petit cœur. Qui veut gagner Matignon? Qui veut gagner Matignon? Vous avez 4 noms. Gauthier Lebret, Julien de Normandie, Richard Ferrand. Il a dit qu'il voulait pas. Gabriel Attal. Il prend des tirs de barrage. Ou Gérald Darmanin. Ou Monsieur Lecornu. Gérald Darmanin affaibli par la loi immigration et la motion de rejet. Lecornu débranché par François Bayrou. Est-ce que Gabriel Attal est votre dernier mot? Non. Non, parce que si je dis oui et que c'est pas lui, demain vous me prenez l'extrait et vous me le rediffusez. Oui. Je vous connais par cœur. Oui, parce que je suis comme ça. Je suis capable. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien, en fait. Elisabeth Borne, elle... Non, oui, il est urgent d'attendre, comme dit l'autre. Elisabeth Borne donc, a annoncé hier son départ. En fait, c'est Emmanuel Macron. Alors là aussi, ça a été discuté parce que c'était un tweet. Les gens ont trouvé ça peut-être un peu cavalier ou irrévérencieux. Moi, il l'a vu avant. C'est le monde d'aujourd'hui. Bon, il va pas lui envoyer une lettre. Il allait pas faire une déclaration à la télévision pour dire que sa première ministre. Il avait demandé, parce que c'est intéressant la lettre d'Elisabeth Borne. Hein. Elle dit qu'elle a été forcée à la démission. Elle reprend les mots de Michel Rocard, qui s'entendait pas du tout avec François Mitterrand. Oui. Donc, je trouve d'ailleurs que c'est pas, c'est la règle du jeu. C'est-à-dire que Madame Borne est quand même désignée par Emmanuel Macron. Elle sait au moment où elle entre à Matignon qu'elle devra partir avec élégance. Mais est-ce un mot qui lui convient, le mot élégance? C'est dur. Je veux dire, les gens qui travaillent avec moi, je vais vous dire un truc. J'aime pas trop les gens qui sont pas gentils avec ceux avec qui ils travaillent. Voilà. Et tous les témoignages de gens qui travaillent avec Madame Borne rapportent quelqu'un qui est pas gentil. Moi, c'est un critère comme un autre, et je suis pas fan de ça. Je peux le retourner dans l'autre sens. Emmanuel Macron n'a pas toujours été gentil avec Elisabeth Borne quand elle était première ministre. Écoutez, il y a des choses... Il l'a recadrée devant tout le monde en Conseil des ministres. Oui, mais ça, c'est professionnel, c'est autre chose. Je parle de ceux avec, voilà, qui n'ont pas les moyens de répondre. Ce qui est un peu différent. Par exemple, à l'Élysée, le couple Macron, les gens l'aiment bien. Ben, ça, c'est un fait. Les gens qui travaillent à l'Élysée, qui ne peuvent pas répondre... Parce qu'ils sont en situation d'infériorité. Tu ne peux pas dire au président de la République, monsieur, vous me parlez mal. Bon. Ben ça, je trouve que c'est un critère comme un autre. Chacun a ses critères. Et les gens qui ont travaillé avec Madame Borne, ils n'en gardent pas un bon souvenir. Même dans les ministères où elle était précédemment. Voilà, donc je vous le répète, c'est un critère. On ne peut pas vouloir faire de la politique, aimer les gens et pas aimer les gens avec qui on travaille. Je suis désolé de vous le dire. Mais ce n'est que mon modeste... Bon, donc, elle a fait quoi, madame? Pourquoi vous riez? Elle a fait une lettre. Bon, le bilan, alors évidemment, le bilan, ça vous fait rire tout ça. Mais c'est important. Non, vous trouvez pas que c'est important? Vital. Ah, c'est important de savoir comment les gens se conduisent avec leur... Depuis hier 18h, je suis suspendu, je regarde. Non, mais vous n'êtes qu'ironie. Non, c'est très très important. Très important. Non, je suis Normandie. Non, mais attendez. Alors, bon, vous voulez une vraie réponse? Oui. La seule chose qui soit sidérante, moi je me fiche éperdument que ce soit Attal. Vincent Hervouet parle. Non, parce que je le dis parce que... Il a été surpris. Non, je le dis parce que nous sommes désormais sur Europe 1. Soyez gentil avec les gens avec qui vous travaillez. Oui, exactement. Bon. Vous avez parfaitement raison. La deuxième Vincent Hervouet parle sur la Europe 1. seule chose, la vraie surprise, c'est que depuis 18h, on attend.
Oui. C'est Pour pour le ça que vous avez reste, pris la parole. c'est une espèce de mise en scène. On arrive, sincèrement, moi, j'arrive absolument pas à comprendre. Si vous pouvez me l'expliquer, j'aimerais avoir Je viens de vous l'expliquer. Bah, il vient de la procrastination. Vous trouvez que Mais vous voulez faire de la psychologie, la procrastination. À ce point, ça révèle quoi? C'est une faille psychologique grave? C'est quoi? C'est une incapacité à décider, à nommer? Ça dit quoi? Ça dit sans quoi? doute toujours été comme ça, simplement aujourd'hui il y a les chaînes d'infos. Non, mais même dans une PME, si vous voulez, quand le patron décide de nommer quelqu'un, Oui, tout il ça y a toujours des oppositions et éventuellement, il les prend ensuite en tête à tête en disant Et là, c'est chronique. T'avais peut-être raison. Ça se j'aurais peut-être dû- répète, surtout, c'est ça. Ça se répète depuis le début de ce second quinquennat. Donc, Cette c'est très impossibilité de important la nommer. procrastination. Vous savez ce que ça veut dire? il est plus... Oui, je sais. Bah, Je vous le dirai, mais demain. La procrastination, je sais ce que ça veut dire quand même. Vous êtes désagréable, monsieur Valini. Pascal, ça n'a pas toujours été comme ça. Oui. Raffarin a remplacé immédiatement Villepin a remplacé immédiatement Raffarin. Rocard a été remplacé immédiatement par Cresson. De la même façon que Fabius avait remplacé Pierre Mauroy très rapidement. Le problème revient toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de majorité solide et unicolore et que Macron est obligé de composer avec toutes les forces. Le bilan de Madame Borne. Vous voulez qu'on fasse le bilan de Madame Borne? Le bilan de Madame Borne. En soi, le problème de Madame Borne, c'est pas tant son bilan, c'est son incarnation. Elle n'est pas faite pour être Premier ministre, c'est aussi simple que ça. Donc elle pouvait être chef de cabinet, mais elle n'a pas le charisme, elle n'a pas le talent oratoire, elle n'a pas le... de nommer des premiers ministres. Alors là c'est d'ailleurs... L'incarnation, ça compte. Si c'est Attal, c'est un vrai changement, un vrai tournant, parce que c'est la première fois qu'il nomme un Premier ministre connu des Français. Oui. Les trois autres étaient inconnus au moment d'entrer à Matignon. Et populaire. Et ben déjà ça. populaire. Et alors ça, c'est intéressant. Enfin, vous dites quelque chose d'intéressant. Ça veut dire qu'il prépare peut-être sa succession. Peut-être que c'est le dauphin. Peut-être qu'il va mettre en place quelque chose. Alors, c'est ça qui est intéressant de décoder. C'est là où vous allez un peu trop vite en besogne. C'est-à-dire que normalement, Matignon, ça vous crame, ça vous carbonise. Oui. Manuel Valls, quand il rentre à Matignon, il est ultra populaire. Il en ressort, il veut être président de la République, c'est une catastrophe. Bon, le bilan de Madame Borne, tiens. Adrien Spiteri. C'est par ces mots, accompagnés d'une photo, qu'Emmanuel Macron a remercié Elisabeth Borne. Votre travail au service de notre nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l'engagement et la détermination des femmes d'État. De tout cœur, merci. Hier, la Première ministre a remis la démission de son gouvernement au président à la demande du chef de l'État. Dans cette lettre, elle dresse un bilan de ses presque 20 mois à Matignon. Je me suis attelée à faire adopter, dans des conditions inédites au Parlement, les textes financiers dont la réforme des retraites, la loi relative à l'immigration et plus de 50 lois qui répondent aux défis de notre pays et aux préoccupations des Français. Sans majorité absolue à l'Assemblée, Elisabeth Borne a eu recours 23 fois à l'article 49.3 de la Constitution et dû affronter près d'une trentaine de motions de censure. Mais selon elle, il est nécessaire de poursuivre les réformes. Afin de donner sa chance et des perspectives à chacun au sein de la République et de bâtir une France plus forte et plus juste dans une Europe plus souveraine. Elisabeth Borne se dit aussi reconnaissante envers le président. Alors, qui sera le nouveau Premier ministre? La nomination aura lieu ce matin. Bon, on n'en sait rien. Pour le moment, Bon, annoncé fin de matinée, mais effectivement, ça a repoussé. Il y a beaucoup de réactions. Éric Ciotti a dit, malgré nos différences importantes, j'ai apprécié la rigueur et l'honnêteté intellectuelle d'Elisabeth Borne. Dans bien des circonstances, elle a eu le courage que d'autres n'ont pas eu. Elle fut pour moi une interlocutrice. C'est pour qui c'est, ça? C'est pour Gérald Darmanin. Bon, ah oui, non, mais c'est bien que vous nous le disiez. Éric Zemmour a dit, Emmanuel Macron n'endormira aucun Français avec son remaniement. Vous pouvez remanier une fois par jour le « en même temps ». Vous obtiendrez toujours le « en même temps ». On ne remanie pas le vide, le flou et le zigzag. Olivier Faure, après le licenciement par email, Emmanuel Macron invente le licenciement par tweet. Startup Nation. Yann Brossa, trahir tous ses principes et finir viré dans l'indifférence générale. Pas vraiment l'indifférence générale, on parle que de ça depuis 48 heures. Borne venait de la gauche et restera dans l'histoire pour avoir repris la préférence nationale et imposé la réforme des retraites. Adieu, sans remords, dit Yann Brossa. Bon, écoutez, voilà, on va attendre.
On va attendre, bien évidemment. Et on va attendre également, je crois, la loi immigration, parce que le Conseil constitutionnel se prononcera le 25 janvier sur la controversée loi immigration, adoptée mi-décembre. Controversée loi immigration. D'où sort le mot controversé? Oui, je ne sais pas pourquoi je le dis. D'ailleurs, je le dis parce qu'il est écrit, mais je ne devrais pas le dire, en fait. Parce que, il fait consensus dans l'opinion publique. Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Même elle ne va pas assez loin. Oui, en fait, il n'y a pas grand-chose dans cette loi. Hélas. Il y a toute une partie qui ne fait certainement pas consensus dans la population française, mais c'est celle qui a plu aux journalistes et aux hommes politiques. C'est amusant. Alors, Laurent Fabius, Monsieur le Président, je soulignais au début de mon propos que le Conseil constitutionnel n'était ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion, ni une chambre d'appel des choix du Parlement. A-t-il dit? Il a annoncé... C'était lors des vœux à l'Élysée au Conseil constitutionnel du Président de la République. Et ça a été très très frais. Laurent Fabius a présenté des vœux très très frais parce que vous savez que Emmanuel Macron il fait adopter une loi et puis aussitôt il prie pour qu'elle soit détricotée, la propre loi qu'il a fait adopter, fruit d'un deal entre sa majorité relative et les Républicains, que les mesures les plus strictes soient donc effacées de la loi. Et il a dit, Laurent Fabius, que ce n'était pas le rôle du Conseil. Bon, mais le juge de la constitutionnalité des lois, et j'ajoutais que cette définition simple n'était probablement pas ou pas encore intégrée par tous. Donc là, effectivement, c'est... Le haut esprit de Laurent Fabius, et nous ne sommes évidemment pas ni à son hauteur ni à son niveau, bien sûr. On peut avoir des opinions diverses sur la pertinence d'une loi déférée, on peut l'estimer plus ou moins opportune, plus ou moins justifiée, mais tel n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. La tâche du Conseil est, quel que soit le texte dont il est saisi, de se prononcer en droit. Bon, je ne sais pas comment les Français jugent ces petits marquis depuis... je ne peux pas faire de démagogie, mais... Non mais attendez, pourquoi petit marquis? Il n'a pas tort, Fabius. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour dire qu'une loi est bonne. Tout le monde sait que le Conseil constitutionnel fait de la politique, comme le Conseil d'État. André Valigny, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. On l'a vu pendant le Covid, etc. Tous les Français le savent. Voilà, et vous le savez comme moi que le Conseil constitutionnel... En fait, ce qui tue dans ce pays, c'est de ne pas dire la vérité aux gens. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État font de la politique. C'est comme ça, oui ou non? Non, vous caricaturez. Ah oui, je caricature toujours, mais les Français, ils ont bien compris. Mais non. D'ailleurs, c'est simple, le Conseil constitutionnel, c'était celui de Roger Frey avec De Gaulle. Depuis, il a été dévoyé. Je suis désolé de vous dire. Il n'a jamais été aussi puissant. Parce que Roger Frey n'était pas aux ordres du général De Gaulle quand il était président du Conseil constitutionnel pendant la guerre d'Algérie. Là, le Conseil constitutionnel faisait de la politique aux ordres du général De Gaulle. Et Dieu sait si j'ai de l'admiration pour le général De Gaulle. Mais comparer le Conseil constitutionnel d'aujourd'hui avec celui du général de Gaulle, non. Non, mais c'est pas parce que le Conseil constitutionnel est opposé au président qu'il fait pas de la politique, par ailleurs. Ils en font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin d'inverser les rôles. C'est une idéologie globale qui est portée par toutes les institutions, quel que soit le président qui est à l'Élysée. Mais aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, depuis la crise Covid, où d'un jour sur l'autre, il n'a pas pris une décision cohérente avec une intelligence de base, qui est la mienne, je lisais, c'était impossible de comprendre la cohérence d'un jour à l'autre. Donc ça n'était que politique comme décision, c'était pour assumer ou contredire le politique, mais c'était uniquement politique. Et par ailleurs, depuis le jour où le Conseil constitutionnel s'est exprimé sur cette notion de fraternité pour nous expliquer que finalement, faire passer des migrants et les héberger chez soi, c'était de la fraternité et ça ne contrevenait pas à la souveraineté nationale, depuis ce jour-là, on a compris quand même que l'interprétation des termes par le Conseil constitutionnel était évidemment éminemment politique. Je vous interprète le mot fraternité extrêmement différemment sur ce terrain-là. Donc c'est bien une interprétation qui est politique. La fraternité, moi je l'interprète sur la défense des Français les uns par rapport aux autres. Seulement des Français. Sur le terrain de la migration, oui. Oui, bon, excusez-moi. Comme il est 9h23 et que vous le savez, on est codiffusé aujourd'hui sur Europe 1. Mais nous sommes codiffusés que pendant 25 minutes. Donc, on va dire à nos amis d'Europe 1 qui nous écoutent... qui passent sur CNews. Ce qu'ils veulent ou qui restent sur Europe 1. Pourquoi pas? Ils vont retrouver Thomas Hill dans une seconde pour Culture Média. Et nous allons continuer ensemble avec toutes les actualités et notamment le procès Théo. Il est 9h24. Rien n'est tombé pour le moment, Gauthier Lebret. Mais on ne désespère pas avant l'heure du déjeuner. Qui ne sera pas le bouillon de 11h, qu'on puisse apprendre qui sera Premier ministre de la France. Plus le temps passe, plus Gabriel Attal s'éloigne de Matignon. Non, dites pas ça non plus. Si Gabriel Attal n'est pas nommé à Matignon, là, Si c'était sûr à 100% que c'était lui, il y serait depuis hier. La pause, nous revenons tout de suite.